Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à la plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos différents programmes. Et bienvenue dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de réflexion approfondie et de débat constructif. Nous y accueillons, comme vous le savez désormais, des experts reconnus, des figures emblématiques, des décideurs clés et des acteurs du changement pour qu'ils partagent leur analyse, leur perspective et leur expérience sur les sujets qui façonnent notre Sénégal, notre Afrique. L'actualité économique de notre pays est au premier plan à la lumière de la récente mission du Fonds monétaire international et des voyages du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au Japon, puis en France. Nous prenons donc ce prétexte pour dresser un état des lieux sans concession. Quelles sont les difficultés économiques réelles? Les indicateurs financiers reflètent-ils les défis sociaux? Et surtout, quelles sont les solutions concrètes pour relancer la machine et nourrir l'espoir d'une jeunesse qui attend des perspectives? Pour en parler, nous recevons un invité de marque aujourd'hui qui est au cœur des enjeux de formation et d'emploi. Le docteur Babo Amadouba, financier, directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT et coordonnateur du mouvement national des cadres du parti PASTEF. Grand témoin, Chérif Diop, docteur Babo Amadouba. Merci d'être notre grand témoin. Bonjour. Bonjour Chérif, merci pour l'invitation. C'est un honneur, un réel plaisir pour moi d'être là sur ce plateau pour débattre sur les enjeux actuellement du Sénégal. Et de manière globale, ça tourne autour de l'économie, de la finance. Pour Evenprod, c'est un grand honneur également de vous recevoir. On va parler des conclusions de la récente mission du FMI. Mais d'abord, j'aimerais un tableau général de la situation économique. Depuis près de 12 mois, le Sénégal se trouve entre deux feux, la nécessité de normaliser avec le Fonds monétaire international et l'urgence absolue de redémarrer la machine économique. Quelle est votre analyse de la situation économique du pays? Ok, merci beaucoup Chérif. En fait, pour expliquer l'analyse, il fallait un peu remonter le pourquoi nous sommes là depuis 12 mois. Souvent, j'ai l'habitude de dire, beaucoup de gens en parlent, mais ils ont raté un peu une partie de l'histoire. En 2019, il y a eu 2 directives de l'EOMA. On sait tous que le Sénégal est dans une zone EOMA composée de 8 pays, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. En 2009, il y a 2 directives. Puisqu'on va aller vers une union économique, fiscale, budgétaire, il fallait respecter les directives. La première directive concernait le code de transparence dans la gestion des finances publiques. C'était en mars 2009. Le Sénégal l'a ratifié, l'a transformé en loi le 27 décembre 2012. La deuxième directive, c'est par rapport à la présentation de la loi des finances. Août 2019. Le Sénégal l'a transmis en loi en janvier, en février 2020. Maintenant, si nous revenons un peu sur la première directive, la loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques qui dit, dans son point 1.7, 3 mois après un nouveau mandat présidentiel, il faut faire l'état des lieux des finances publiques et particulièrement sur la dette. C'est le lieu de le rappeler, en 2009, on devait le faire. On n'a pas dit 3 mois après un nouveau président. 3 mois après un nouveau mandat présidentiel. En 2019, le président Macky Sall devait le faire, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, il y a eu des conséquences. Parce que moi, lorsque le PM Ousmane Sonko a fait la conférence de presse, en fin septembre, moi, en tant que financier, je savais qu'on serait dégradé. C'est important pour vous, je vois, de faire ce rappel historique. Mais j'aimerais que l'on parle de la récente mission, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi, en fait, tu m'as posé la question par rapport à ces 12 mois. J'ai dit, ce qui est arrivé pendant ces 12 mois, c'est parce qu'on n'a pas pu emprunter sur le marché international. Les eurobonds, on n'a pas pu les avoir parce que ça risquait d'être trop cher. Absolument. Mais je t'ai parlé de l'EOMA. On a migré sur le marché local avec des appels publics à l'épargne, appels par syndication, appels par adjudication. Mais l'autre conséquence a été quoi? En 2023, le Sénégal avait obtenu du FMI un emprunt programme de 1073 milliards à travers la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, 1073 milliards. Dès l'instant que les données étaient misreportées, le FMI avait bloqué. Mais, Chérif, pendant 12 mois, est-ce que les fonds du FMI bloqués, ça a empêché le Sénégal d'évoluer? Pas du tout. Mais là, récemment, le FMI... Il y a un fort ralentissement de l'économie sénégalaise. Je pense que ça, tout le monde peut être d'accord. Mais tout le monde... En fait, quand les gens parlent de ralentissement, je veux qu'on soit les chiffres. Les gens qui... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il n'y a pas un ralentissement de l'économie? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis un financier factuel. Quand quelqu'un me dit que l'économie est ralentie, ne me mets pas de la littérature.
mets-moi des chiffres sur la table en me disant que l'économie est ralentie parce que tant. Et toutes les personnes qui le disent, personne ne te sortira des chiffres. Oui. Maintenant, si on revient au sujet, avant-hier, le FMI est revenu à Edouard Gamaël pour dire effectivement ce que Ousmane Sonko avait dit en septembre, que la Cour des comptes avait confirmé le 12 février 2025, c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'à un moment donné, ils ont exigé à ce que pousser les enquêtes avec un privé. C'est à ce moment-là qu'on appelle le cabinet Mazars. Le cabinet Mazars. Le FMI a confirmé que la dette de l'État est passée de 74,4 à 111% du PIB en 2023, puis 118,8% en 2024. Après révision de Mazars, comme vous dites, mais le FMI donc reconnaît les efforts du Sénégal. Un nouveau programme est même envisagé, mais le dossier de la dette sera tranché par le conseil d'administration. En réalité, le dilemme reste entier. Non, pas du tout. En fait, quel soit alpha, la décision sera prise par le conseil d'administration. Mais c'est toujours sur la base de quelle information? Les informations que les techniciens ont obtenues sur le Sénégal. La question des fausses déclarations, c'est pas encore tranché. Par qui? Par le FMI. Ah si. Ah non, c'est le conseil d'administration qui va décider. Non, mais en fait, le conseil d'administration va prendre des décisions sur la base du rapport que Edouard Gamaël a fait. Oui, pour savoir est-ce qu'on va rembourser ou pas. Ouais. Non, mais nous n'en sommes pas encore là. Non, moi je pense que ce débat, on va y revenir. Maintenant, par rapport à cette question-là, le FMI a constaté que réellement, il y avait une dette qui a été cachée. Quand on prend le résumé du communiqué, c'est trois parties. Dans la première partie, ils ont confirmé tout ce qu'on avait dit, que ce que Ousmane Sonko avait dit, la Cour des comptes, Mazars. Dans la deuxième partie, il fallait mettre en place des mesures préventives pour que la prochaine fois, ça ne puisse plus arriver. Telles que renforcer le comité national de dette publique. Ça, c'est important de le renforcer. Telles que la centralisation de toutes les données qui sont liées à la dette. Et surtout maintenant, centraliser l'argent de l'État au niveau du Trésor. Pourquoi j'en parle? Quand vous lisez le rapport sur les finances publiques, il y a deux comptes qui ont été souvent cités. C'est le compte Cap Gouvernement, cellule d'appui aux projets et programmes de l'État. Dans ce compte-là, il y a 330 milliards qui ont été migrés pour acheter des armes en disant que c'est secret d'État. L'autre compte, c'est le compte PDIS, Programme de développement des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal. Dans ce compte-là, de 2019 à 2023, il y a 1343 milliards qui ont migré dans ce compte-là. Maintenant, il est temps de revenir à l'orthodoxie. La Banque de l'État, c'est le Trésor. Là, ça fait partie des précautions, des mesures préventives qu'il faut prendre. Et la dernière partie de ce rapport-là, ça concerne maintenant, est-ce qu'on va aller sur un autre programme ou pas? Moi, je dis oui, parce que le programme négocié en 2023, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la facilité élargie de crédit, mécanisme élargi de crédit pour 1073 milliards, qui était fléché sur un programme de PSE. Le PSE n'est plus là. Donc c'est tout à fait normal. Il faut un nouveau programme. C'est tout à fait normal qu'on négocie un autre programme qui est fléché sur la vision Sénégal 2050. J'aimerais votre avis sur ce point précis. La dette du gouvernement, de l'administration centrale, donc est passée, s'est aggravée de 111% du PIB à 118% du PIB en 2024, soit 7,8%. Qu'est-ce qui l'explique? Oui, en fait. Le problème, c'est que j'ai vu que ce n'est pas vous. Hein. J'ai vu que l'autre position, il s'accroche sur ça en disant que oui, en 2024, la dette a augmenté. Oui, l'opposition, c'est l'opposition. Vous l'appelez l'opposition. Non, je vois l'autre position. J'ai vu que l'autre position s'accroche sur cette dette. Il semble oublier que voilà, nous, on a fait la première partie de l'année 2024. Ensuite, nous avons fait cette deuxième partie. C'est vrai. Maintenant, ce qu'ils doivent comprendre avec l'augmentation de cette dette-là, comme je l'ai dit, dans la LFI de 2024, qui a été votée par l'ancien régime, il y avait un déficit budgétaire de 840 milliards. LFI. La loi de finances initiale de 2024, qui a été votée par le régime Maxal avant que nous, on arrive au pouvoir. En avril. En juin 2024, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, avec, quand on dit dette cachée, il y a des intérêts qui sont cachés. Donc le déficit qui était de 840 milliards est passé à 2236 milliards. Maintenant, qui dit déficit dit qu'il faut aller chercher les moyens. Et à un moment donné, vous avez entendu les gens dire que en 2 ans, nous avons emprunté 10 200 milliards. Oui. Ça, ce débat a été soulevé. A été soulevé. Oui. Si tu me le permets, je vais revenir. Allez-y. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, depuis 2020, la façon dont on prend le budget a été modifiée. La synthèse, c'est 2 tableaux. Le tableau des opérations budgétaires
qui fait la différence entre les recettes et les dépenses, on sort le déficit, et le tableau des opérations de trésorerie. Oui. Dans ce tableau, maintenant, on dit à l'État, quels sont vos besoins de trésorerie? L'État dit, j'ai 4 besoins de trésorerie. J'ai besoin d'argent pour financer mon déficit. J'ai besoin d'argent pour financer l'amortissement de la dette. J'ai besoin d'argent pour financer les emprunts rétrocédés. Et j'ai besoin d'argent pour financer l'OPEX, les opérations d'exportation des armées. Et lorsqu'on fait la somme, en 2024, on avait 4 491 milliards. Oui. La somme en 2025, 5 715 milliards. C'est-à-dire que tu fais la somme des deux, tu trouves 10 200 milliards. Et sur les 10 200 milliards, les 6 148 milliards, c'est pour payer l'amortissement de la dette antérieure. Donc, c'est des choses techniques sur lesquelles il faut revenir avec précision. On va essayer d'avancer et peut-être sortir un tout petit peu de ces débats technico-tactiques, mais quand même, j'aimerais vous faire réagir au point soulevé par l'économiste, le docteur Pape Demba Thiam, repris d'ailleurs par Financial Afrique, sur les conséquences factuelles, cette fois, de cette situation. Premièrement, il évoque que cette situation a entraîné la dégradation des notes souveraines de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, provoqué également le blocage des décaissements du prêt du FMI à des taux concessionnels. Et, troisièmement, faire peur aux autres créanciers et investisseurs. Et quatrièmement, finir par emprunter cher à hauteur de près de 7,8% du PIB sur une année. Qu'en pensez-vous? Que répondez-vous? D'abord, je vous propose de l'écouter. Une économie, on ne met pas une économie en coma artificiel. Ça crée des effets de rémanence structurelle qui détruisent des centres d'attraction, des centres de croissance et des centres névralgiques. Et cette économie est beaucoup plus difficile à reconstruire. Il faut recoudre le tissu fiduciaire. La deuxième chose, c'est que nous n'avons toujours pas de programme. Et j'ai peur qu'il nous faille plusieurs mois pour arriver à avoir un programme avec le FMI. Il est donc grand temps que l'on arrête maintenant avec les slogans, que l'on arrête avec les discours politiques, parce que la situation économique au Sénégal est des plus précaires. Et si on n'assure pas des dépenses de financement de l'investissement productif, notre situation fiduciaire va encore se dégrader de plus en plus. Que pensez-vous de cette déclaration? Ok, je viens d'écouter le docteur Pape Demba Thiam, pour qui j'ai du respect. Parce que moi, mes débats, c'est toujours des débats techniques. Avec son titre de docteur, je respecte ce qu'il a dit, mais je n'adhère pas à ses propos. Je constate qu'il fait un peu de littérature. Il quitte son domaine des finances pour faire de la littérature. Pour d'abord, par rapport à la dette cachée, leur fondement, c'est qu'ils s'appuient sur des approches terminologiques. Moi, je dis je suis factuel et c'est légal. Pourquoi nous, on a parlé de dette cachée et ils parlent de données RNA? Je leur rappelle un document qui est important. C'est le règlement général sur la comptabilité publique. Section 5, emprunt, article 133. Aucune dette de l'État ne peut être contractée qu'en vertu de la loi des finances. Absolument. En France, c'est facile. Pour emprunter de l'argent, il faut que l'Assemblée l'autorise, soit dans la LFI et soit dans la LFL. L'État s'endette à travers l'emprunt, la souscription et l'engagement. Maintenant, lorsqu'on constate que des sommes d'argent ont été empruntées, soit on le met dans la LFI, on peut dire que c'est entre décembre et juin, on le met dans la LFR, mais lorsqu'on constate que cette somme d'argent-là, 4 850 milliards, il faut aller lire le rapport à la page 38, 4 650 milliards en crédit direct, en certificat nominatif d'obligation et en substitution de crédit. Oui, mais lui, il parle plutôt du communiqué du FMI. On n'a pas mentionné, pas mentionné dette cachée. Non, j'argumente. L'élément de langage a changé. C'est pourquoi je vais argumenter. On n'a pas la même approche méthodologique. J'ai dit maintenant, cette dette est cachée dans la mesure où la dette n'a pas été autorisée par l'Assemblée nationale. Maintenant, lui, il dit, puisque le FMI nous a dit que c'est donné RNE. C'est comme si on prenait l'article 155 du Code pénal. On vous dit détournement, soustraction, escroquerie sur le denier public. Quelqu'un dit non, moi je n'ai pas volé. On a dit détournement, soustraction, escroquerie. Sérieusement, détournement, soustraction, escroquerie. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas appelé vol que ce n'est pas du vol. C'est juste un cas. Maintenant, pour vous, c'est un langage diplomatique. Non, mais c'est factuel. Quand on dit misreporting, données frauduleuses, données manquantes,
Quelles sont les données qui manquent? C'est la dette qui a été cachée. Oui. Donc c'est une question de terminologie. Sur les conséquences maintenant de cette situation, on parle aussi des chaînes de valeur critiques qui ont été arrêtées. Et là, pour le coup, c'est du factuel. Parce que le secteur du BTP, par exemple, souffre énormément. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes dans ce pays. Non, en fait, le secteur du BTP n'a absolument rien à voir avec le FMI. Oui. Parce que, Chérif, c'est tellement simple. Quand tu arrives dans une entreprise, lorsqu'on vous confie un État, en tant que stratège, il y a 3 phases obligatoires qu'il faut faire. Une phase analytique, une phase stratégique, une phase opérationnelle. Lorsque le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé, avec tous les problèmes que le Sénégal a eu sur le foncier. Oui. On dit souvent le président Macky Sall, 90% des problèmes c'était sur le foncier. Oui. Vous ne trouvez pas normal lorsqu'on arrive au pouvoir qu'on dit les gars, arrêtez Bassa, il faut qu'on voit la situation du littoral. C'était toujours sur le littoral. Oui, j'entends bien. Le secteur du BTP n'a rien à voir avec le FMI, si vous voulez, mais c'est un secteur qui souffre, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, qui souffrent parce que la dette intérieure, aujourd'hui, l'État a du mal à la payer. Le Premier ministre lui-même l'a dit. On n'a pas les moyens aujourd'hui de payer toute la dette intérieure. C'est 500,9 milliards. Oui. Comme je l'ai dit, les chiffres, on l'a. L'amortissement de 3384 milliards. La bonne volonté est là. Et le Premier ministre a été formel. Si je pouvais payer aujourd'hui, je paye tout le monde. Mais là, on peut pas. Et non, je vais donner l'explication qui est factuelle. Je dis encore une fois, nous, on maîtrise notre dette. Déficit 1695 milliards. L'amortissement de 3384 milliards. La dette intérieure, 500,9 milliards. Emprunt rétrocédé, 84 milliards. Et OPEX, 50 milliards. Ça fait 5715 milliards. Je vous renvoie sur le rapport d'évolution budgétaire du premier semestre. Vous savez, le taux de couverture égal à combien? 1,08. Parce que ce qu'on devait payer pendant 6 mois, on avait besoin de 2078 milliards. Maintenant, quand on prend les emprunts, on a obtenu 2247 milliards. Le rapport entre 2247 milliards et 2100 milliards, c'est 1,8 milliard. On a obtenu plus que ce qu'on voulait. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à la télé. Oui. Les gens, il faut le savoir. Le taux de couverture, c'est 1,8. Nous avons commencé à payer au fur et à mesure. Oui. Parce qu'après la phase analytique, il fallait analyser, regarder la situation, mais ça reprend de plus en plus. Oui. Et le rapport d'édition budgétaire, le 1,8, il faut que les gens le vérifient. Ça montre que c'est une bonne performance, malgré notre dégradation, malgré le FMI et dit que voilà, je ne vais pas financer votre économie. Oui. Parallèlement, également, les émissions obligataires sont étalées sur toute l'année. Une opération par trimestre a déclaré la dernière fois le directeur de la comptabilité publique et du Trésor. C'est un bon mécanisme également de financement, selon vous? Tout à l'heure, je t'ai rappelé que pour faire de l'argent, il y a emprunt sur le marché bancaire et le marché financier. Oui. Dès l'instant que notre note était dégradée, aller emprunter avec les eurobonds, ça risquait de coûter trop cher. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Parce qu'il y a le risque pays. On a migré vers le marché de l'EMOA. Tu sais, en 2013, la Banque centrale a créé EOMA Titre pour prêter de l'argent. Maintenant, EOMA Titre, c'est là où on fait les placements par syndication. Là, les 8 pays de l'EMOA viennent chercher de l'argent à ce niveau. Le premier trimestre, les pays avaient besoin de 2600 milliards. Oui. On fait emprunt par adjudication, du moins, ce n'est pas syndicat, adjudication, le Sénégal. Donc, les gens qui disent qu'on fait tâtonnement, c'est un calendrier qui est fait. Oui. Tu vas dans le site EOMA Titre, le calendrier du trimestre 3, tu vas le trouver là-bas. Oui. Donc là, ça se fait de manière continue parce que c'est appel d'offres. Mais rappelle-toi, parallèlement, on a fait 2 appels publics à l'épargne. Oui. Ce qu'on appelle placement par syndication. Dans la mesure où on prend 2 banques qu'on appelle les syndicats des banques. Premier placement, on avait besoin de 150 milliards, on a obtenu 405 milliards. Oui. Deuxième placement, on avait besoin de 300 milliards, on a obtenu 364 milliards. Mais est-ce qu'on peut se baser sur ces mécanismes seulement pour financer l'économie et pour relancer l'économie? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Non, je dis encore. Aujourd'hui, on parle de relance, de redressement. Je reviens. Oui. Quand on prend le budget de l'État, c'est emprunt dans le marché financier, emprunt programme, emprunt projet. C'est à ce moment-là que l'État stratège que nous avons a décidé de mettre en place le plan
redressement économique et social. On va en parler. Voilà. Donc, ce plan, maintenant, c'est une alternative à ce que les gens disent que c'est trop classique. Oui, on va en parler. Le Sénégal est à la recherche, ce qui est sûr, d'investisseurs. Le président Bassirou Diomaye Faye a vanté le potentiel minéral du Sénégal devant le président américain Trump. Il a dit que tout concourt à faire du Sénégal une destination compétitive devant les investisseurs japonais à Osaka. Et il était l'invité spécial du MEDEF, donc le patronat français. Et il a eu ces mots forts, je le cite, aux entrepreneurs français, je veux dire ceci, le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. Bref, est-ce que l'heure est au pragmatisme économique? En fait, je pense que ce que le président a fait est une continuité. Oui. Le même discours, ils l'ont tenu en Chine, ils l'ont tenu en Turquie. Parce que c'est de rappeler, Chérif, quand on parle de diplomatie, c'est vrai, certes, la diplomatie a plusieurs dimensions. Une dimension politique, une dimension économique, une dimension humanitaire, culturelle, etc. Mais il y a une complémentarité entre la diplomatie politique et la diplomatie économique. Oui. Parce qu'un pays dans lequel il y a la stabilité politique, forcément, ça va impacter sur la diplomatie économique. Donc, chaque fois que le président voyage, il voyage avec des chefs d'entreprise, il présente des projets. Je ne sais pas si tu as passé en revue la visite du PM en Chine. Oui. Le président l'avait fait au FOCAR l'année dernière en Chine, absolument, etc. Oui. C'est tout à fait normal de faire appel au privé, dans la mesure où, quand on prend le SND, la stratégie nationale de développement 2024-2029, l'État du Sénégal a besoin de 18 496 milliards. Et on a très bien dit, 63% privé, 14% public et 24% PPP. Et dans ces PPP, l'État met les 30%. Et quand on divise en deux, sur les 18 milliards, c'est l'État qui doit sortir les 12 600 milliards et le privé, 5 800 milliards. Ben, quand on parle de public, privé, c'est le privé national et le privé international. Absolument. Dans le privé national, il y a la Russie, le Japon, la Turquie, la France, au même titre que les autres, il n'y a rien de nouveau à ce niveau. Donc là, c'est une continuité. C'est une continuité parce que dans le stratégie nationale de développement, le privé a une part à jouer, le privé international. Donc c'est juste ça. La rencontre des entrepreneurs de France avait comme thème jeu décisif, l'heure des choix, et ça trouve une résonance particulière dans le cadre de la vision Sénégal 2050, a dit le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose de le suivre. Le thème de nos présentes assises, jeu décisif, l'heure des choix, trouve une résonance particulière ici, à Roland-Garros, mais aussi dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Pour le Sénégal, le jeu est déjà en cours. L'avenir se joue aujourd'hui. Et les décisions, j'allais dire les choix que nous prenons ensemble, détermineront la place que nous occuperons demain dans un monde de plus en plus compétitif. Gagner ce match suppose vision, stratégie, agilité et solidarité. Gagner ce match suppose des choix courageux. C'est dans cet esprit que nous avons défini notre vision Sénégal 2050. J'ai écouté l'intégralité du discours de Bassirou Diomaye Faye et il y a des mots que je n'ai pas entendus. Souveraineté économique, endogénisation de l'économie. Le président a tenu un discours rassurant pour les investisseurs français devant Baïdi Agne, d'ailleurs du CNP, et Patrick Martin, du président du MEDEF. Comment analysez-vous ce discours? Est-ce qu'il faut du courage pour relancer la machine économique au Sénégal? Il faut du pragmatisme. Du pragmatisme économique. Oui, pragmatisme économique. Donc l'idéologie, il faut mettre de côté et maintenant, c'est le moment d'être pragmatique. Non, en fait, tu n'as pas entendu le mot souverainisme. Non. Ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas souverain. C'est quand la souveraineté? Je n'ai pas dit ça, mais c'est quelque chose qui était mis en avant. Mais cette fois-ci, vous me direz peut-être que ce n'est pas lieu. Mais quand même, on a beaucoup parlé d'endogénisation de l'économie, ne serait-ce que même pour le plan de redressement. 90% doit être financé par le secteur national. Dans le plan de redressement, oui. National. Mais aujourd'hui, on va chercher des investisseurs à l'étranger. C'est pour ça que je vous parle de pragmatisme économique. Et c'est pourquoi je dis maintenant, il va falloir qu'on fasse la différence entre la stratégie nationale de l'homme, la SND, sur les 5 ans, qui avait besoin de 18 496 milliards, et le plan de redressement qui a à minima, hypothèse basse, 5 667 milliards, hypothèse hausse, 12 000 milliards. Mais quand je dis du pragmatisme, on est toujours souverainiste. Maintenant, la souveraineté, ça ne veut pas dire vivre en autarcie.
Ce débat, en fait, j'en parle parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup écrit par rapport à ça. Le secteur privé, que ce soit national, international, on en a besoin pour 3 raisons. Oui. 3 raisons. On a besoin du secteur privé parce que dans notre modèle de développement, on a misé sur le modèle EASY, industrialisation par la subvention des importations, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Oui. Nous avons besoin du secteur privé pour régler le problème du chômage des jeunes. On sait tous quand on se réfère à l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de l'ANSD, Oui. c'est les privés qui créent l'emploi autour de 90,2%. L'État n'a créé qu'à autour de 4,8%, les ménages 5%. Donc encore une fois, on a besoin du privé pour le financement de l'économie. Mais quand on parle de modèle de développement, le chômage, le financement de l'économie, c'est 3 variables sur lesquelles, si tu vois les gens viennent investir à votre niveau, il faut du pragmatisme. Parce qu'on dit souvent, on ne capture pas les mouches avec du vinaigre. Il faut leur montrer quelque chose. Oui. C'est pourquoi le président a parlé de stabilité économique, a parlé de pays dans lesquels on a du pétrole, on a du gaz. Pourquoi le pétrole et le gaz? La plupart des patrons des privés, ils disent que c'est l'énergie qui coûte cher. Là, on a une solution qui va bientôt le régler. Donc, ce sont ces programmes-là qu'on va présenter. Oui, mais bientôt, mais pas bientôt. Vous en parlez comme si c'est demain, c'est pas demain. Aujourd'hui, l'hydrocarbure porte effectivement la croissance à 12%, mais comment faire ressentir cette croissance, comment faire passer cette croissance au développement, c'est une autre affaire. C'est pas demain la veille. Oui, mais en fait, tout est question de processus. Je reviens un peu par rapport à votre question. Endogénisation. Oui. Effectivement, endogénisation, développement endogène, c'est simple. Oui. Chérif, pour que le développement soit endogène, il faut que la croissance soit inclusive. La croissance en dimension quanti, on dit que oui, le taux de croissance égale à 12,1%. Oui. C'est quanti. Oui. Mais pour qu'on parle de développement, je suis entièrement d'accord avec toi, il faut que c'est 12,1%, oui, que le gorgorou sénégalais puisse le sentir. Absolument. C'est en ce moment-là qu'on parle de développement. Tout à fait. Qui est quali. C'est pas pour rien que lorsqu'on mesure le taux de développement des pays, on met l'accent sur l'indice de développement humain, EDH. Oui. Donc, première composante, c'est le revenu national par habitant, mais ensuite, espérance de vie. Et qui dit espérance de vie, oui, parle des services sociaux de base. Oui. Mais tout cela, c'est un long processus. Oui. Il faut d'abord réaliser la croissance. Cette croissance sera distribuée, oui, pour qu'en fait, on sent un développement. Un développement ne se peut pas faire en une seule année. Tout à fait. La question en filigrane, après le président de la République, le Premier ministre est annoncé également en France. Ça n'a pas encore été confirmé, disons-le clairement. C'est pas encore officiel, mais la rumeur court qu'il serait en France donc au mois de septembre au Forum d'affaires, le plus grand rassemblement business d'Europe. Sa présence n'a pas encore été confirmée, je l'ai dit. Assiste-t-on à un dégel sur le plan économique entre la France et le Sénégal, si c'est le cas? En fait, les gens n'arrivent toujours pas à faire la distinction entre la dimension économique et la dimension diplomatique. Oui. On avait l'habitude que certains chefs d'État sénégalais, français en Europe, dès le premier mandat, le premier voyage, oui, ils le font en France. Le président et le PM avaient des agendas, mais ils sont partis en France. Et là, ça n'a absolument rien à voir avec la dimension économique. Ici, au Sénégal, les entreprises françaises sont là depuis très longtemps. Oui, mais le voyage du président Bassirou Diomaye Faye, c'est que de l'économie, pour le coup. Hein. Et là, franchement, il a déroulé le tableau comme je dis, c'est pour le MEDEF, ça on peut le dire. C'est pour ça que je parle de dégel, parce qu'on a entendu aussi des discours un peu plus virulents, non à l'impérialisme économique. On a eu des discours non, ça, c'est pas passif. Non, écoute, des fois, il faut faire la distinction. Quand même, c'est pas passif, mais bon, des gens un peu proches de Pastef, disons. Non, d'accord, je suis d'accord, les gens ne peuvent pas se dire. Oui. Mais nous, les cadres de Pastef, je rappelle, je suis le vice-président du mouvement des cadres. Absolument. Vous n'entendez jamais les cadres de Pastef dire que non, ces discours-là de la rue, non, on ne le dit pas. On débat, et c'est un pays, on le gère sérieusement. Tout à fait. Comme je l'ai dit, faire la distinction entre la dimension diplomatique et la dimension économique. Oui. Effectivement, oui, le président a misé sur la dimension économique avec un soubassement politique. Venez chez moi, mon pays, c'est un pays stable sur lequel, voilà, si vous investissez, voilà, c'est du pragmatisme économique. Pragmatisme économique. Les idées de progrès rencontrent donc l'obstacle de la tension budgétaire. Il faut se tourner vers le partenaire historique, la France? Non, mais non, pas du tout. En fait, il faut qu'on revienne sur ça. Quand on dit on fait face à des problèmes budgétaires, oui, quand le budget est là, il faut les financer. Mais comment on les finance? Est-ce qu'il n'y a que la France? Non, pas du tout. On a deux options. Oui.
On a deux options. Le Premier ministre était en Turquie pas longtemps. Non, ça c'est juste la dimension bilatérale. J'ai dit on a deux options. Soit on les finance en interne avec les bons obligations du Trésor, emprunt bancaire, soit on les finance à l'extérieur, multilatéral, bilatéral avec les eurobonds. Il y a plusieurs dimensions. Donc, et nous, entre ces deux-là, on a sorti le plan de redressement économique et social. Oui, on va en parler. Quand on sait que les investissements économiques reposent sur la confiance, croyez-vous qu'à l'état actuel, ces investisseurs peuvent répondre favorablement à l'appel du président de la République, à l'appel de l'État du Sénégal, disons? Oui. Oui. Tu me permets de revenir sur la question par rapport au FMI. Les gens disent, oui, le FMI ne développe pas un pays. On est d'accord, hein? Mais il faut savoir maintenant l'histoire du FMI, parce que beaucoup de gens parlent du FMI alors qu'ils ne savent même pas quelle est la mission FMI. Le FMI a été créé en 1944. Le Sénégal est devenu membre du FMI en 1963, le 28 septembre. Ouais. Et tous les pays du monde, hein, ils cotisent sur le capital du FMI, qu'on appelle les quotes-parts. Le Sénégal a 323,6 DTS, ça fait 250 milliards. Maintenant, ce sont les DTS qui te permettent maintenant de savoir combien on peut emprunter. Oui. Ensuite, lorsqu'on distribue des dettes, combien tu vas avoir? Ma question, c'est à l'état actuel des choses, pourquoi les investisseurs viendraient au Sénégal? Parce que c'est un pays dans lequel on a une vision. Le président a vendu la vision Sénégal 2050. Absolument. Et dans la vision Sénégal 2050, il y a 4 axes. Dans le premier axe économique compétitif, on a ciblé les filières stratégiques qui seront les moteurs de la croissance, industrie extractive, agroalimentaire, manufacturière. On a plus 3 services à valeur ajoutée. Le numérique, tourisme, culture et ICC. Et le Sénégal est un pays producteur de pétrole. Oui. Et ce qu'il ne faut jamais négliger, c'est la diplomatie économique. Le Sénégal est un pays stable. Ça, il ne faut pas le négliger. Regarde dans la sous-région. Oui. Gambie, Guinée-Bissau, tous les pays qui nous ils ont eu ces instabilités politiques. Oui. Là, c'est quelque chose qu'on peut toujours... sur lequel le président va toujours miser lorsqu'on va vendre la destination Sénégal et les gens vont venir. Oui, en recevant le secteur privé national, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel lui aussi à la mobilisation patriotique, j'y arrive, du secteur privé, mais c'est un secteur aussi qui est exsangue aujourd'hui. Peut-il participer à la mobilisation des ressources domestiques? Comment voyez-vous les perspectives aujourd'hui? En fait, le président a rencontré le secteur privé. Et quand on rencontre le secteur privé, c'est comme si on devait signer un accord de partenariat. Oui. Il faut que chacun y trouve ses comptes. Oui. Le privé ne peut pas toujours demander attendre de l'État, attendre de l'État. L'État va donner quelque chose au privé, et en contrepartie, le privé va donner à l'État. Maintenant, on parle des financements domestiques. Quand on prend le classique, on vous dit maintenant sur le budget de l'État, il y a la fiscalité, il y a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Lorsqu'on parle des recettes fiscales, au niveau de l'impôt direct, il y en a 4. On a l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la CFCE et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Oui. Maintenant, qui paye l'impôt sur les sociétés? Mais ce sont les sociétés privées qui doivent le payer. Donc là, en amont, il faut dire à ces privés-là, vous avez des obligations vis-à-vis de l'État. L'impôt, il faut payer l'impôt. Absolument. Une fois ces obligations respectées, maintenant, l'État doit venir accompagner le secteur privé. Oui. Ça, c'est une obligation. Et sur cette question-là, nous avons déjà travaillé la décision. Moi, personnellement, en tant que déjà travaillé, j'ai visité le CNP, BDA, etc. On a discuté avec le secteur privé parce que moi, comme je l'ai dit, un pays ne peut pas se développer sans le secteur privé. Et de manière globale, il nous parle de 4 problèmes. Un, il dit accès au marché de l'État. Oui. Mais là aussi, l'autre amalgame, c'est quoi? On parle du secteur privé formel et du secteur privé informel. Quand on sait que notre économie, 96,4%, c'est le secteur informel. Absolument. Les gens ont dit, notre premier problème, il faut qu'on puisse accéder au marché de l'État. Ok, d'accord. Il y a des marchés actuellement? Oui. Ah bon? Ah oui. Dans quel domaine, par exemple? Non, tu me laisses dérouler, je reviens sur ce marché-là. Allez-y, allez-y. Maintenant le deuxième, c'est quoi? Accès au financement. Oui. Le troisième, maintenant, c'est le coût de l'énergie. Il dit, maintenant, l'énergie coûte cher, il va falloir trouver une solution. Et le quatrième, maintenant, c'est la connectivité. L'État, dans son rôle de catalyseur, va trouver des solutions face à ces problèmes-là pour rendre pérenne le secteur privé. Oui. Et en contrepartie, le secteur privé va respecter son engagement. Oui. L'État mise sur des actions concrètes pour financer le plan de redressement économique et social, comme le recyclage d'actifs. Ça a été évoqué lors de la rencontre avec
le secteur privé justement, le recyclage d'actifs à travers les PPP, dont les projections avoisinent 126 milliards. Quelles sont les infrastructures qui pourraient entrer dans ce cadre? Il n'y a pas que le recyclage. Il y avait 4 leviers. Hein. Oui. Il y a 4 leviers. Oui. Premier levier, c'est par rapport à la rationalisation des dépenses publiques de l'État. Absolument. Là, on sort 50 milliards. Absolument. 50 milliards. Si on arrive à mettre... Mais ça, c'est facile à faire. Pourquoi ce n'est pas encore fait? La rationalisation, la fusion des agences, on en a parlé. Le Premier ministre avait donné le deadline du mois de juin. Jusqu'à présent, quelles sont les actions concrètes? Je reviens parce qu'à votre niveau, c'est facile. Hein? Oui. Est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez toutes les dimensions lorsqu'on doit... Soit on va fusionner, soit on va absorber. Lorsqu'on absorbe, est-ce qu'on va tout prendre? Il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension culturelle. Quand on tient compte de la sacralité d'un salaire, maintenant, quand tu vas fusionner, peut-être tu vas prendre une partie, l'autre partie, comment tu vas faire? C'est des choses sur lesquelles il faut bien réfléchir avant de le faire. Oui. Mais au moins, dans un premier temps, l'État a identifié. Donc là, on va diminuer la taille de l'État, c'est ça, diminuer la taille de l'État. Oui. Maintenant, ensuite, on va compresser les dépenses de l'État. Oui. Et là, pour cette centrale d'achat, tu vas poser la question, pourquoi? Pour l'instant, nous avons le code des marchés publics qui dit que pour que l'État puisse acheter, il faut appel d'offres, il faut DRP, il faut entente directe. Mais pour pouvoir centraliser, il va aller modifier le code des marchés publics en disant dorénavant, pour acheter tout ce qui est dans la ligne de acquisition de biens et services, il faut mettre en place la centrale d'achat, ensuite modifier le code des marchés publics, et ça demande du travail. Oui. Mais la vision est là, c'est 50 milliards. L'autre élément, c'était par rapport au recyclage d'actifs. Troisième dimension, c'est par rapport au financement endogène. Oui. Et le financement endogène. On a parlé également de la réciprocité des visas qui pourrait toucher 60 milliards. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est une vingtaine de lignes, mais en grosso modo, c'est 4 dimensions. En fait, là, l'avantage, c'est de comprendre que ce travail a été fait sérieusement et chiffré. Oui. Et les 5600... Mais la praxis, c'est ça qu'on attend. Quand est-ce qu'on va y aller? Parce que là, je comprends bien la dimension sociale. C'est des réformes. Mais en fait, c'est des réformes. C'est pas un interrupteur. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas des interrupteurs pour allumer et fermer. Oui. Il faut faire une réforme. Je dis un cas concret. Mais le PASTEF est au pouvoir depuis combien de temps? Depuis 17 mois. Depuis 17 mois. Oui. On peut faire c'est pas quelque chose qu'on peut faire l'historique, si tu peux. La rationalisation de l'État. Je peux faire l'historique de tout ce qu'on a vu pour les 14 mois. Non, on n'a pas le temps dans une émission. J'aimerais qu'on parle du TRAFPT. Rappelons-le, vous êtes le directeur général, donc le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui est un peu la banque qui finance les formations. Le TRAFPT est principalement alimenté par la contribution forfaitaire des employés. C'est une charge patronale à hauteur de 70%. Ouais. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que le montant de la CF, c'est 3% du salaire brut fiscal. Oui. Et les 70% vont aller au niveau du TRAFPT. Direct. Oui. Ça fait beaucoup d'argent que je ne peux pas citer ici. Oui. Sinon, je vais aiguiser beaucoup d'appétit, mais pour l'instant, ça va. Mais est-ce que vous n'avez pas de problème de trésorerie à votre niveau? Là, actuellement? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout? Avec une dette aussi élevée et des contraintes budgétaires fortes, comment le TRAFPT compte-t-il continuer à soutenir la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi? Là, il y a beaucoup de choses à faire. Non, en fait, non. Je dis, on va toujours revenir sur la dette. Je dis encore une fois, par rapport à cette dette, nous venons de faire nos premiers 6 mois. Je dis encore une fois, le taux de couverture égale 1,08. On avait besoin de 2078 milliards, on a obtenu 2274 milliards. Maintenant, par rapport à ça, le 3FPT, pour l'instant, je dis, nos crédits sont virés à travers le ministère, à travers le transfert courant. Parce que nous, on ne donne pas directement. Plus 3FPT dépend du ministère de la formation professionnelle. Notre budget est inscrit dans le budget du ministère de la formation. Et que l'argent nous est donné à travers les transferts courants. Lorsque l'État dépense, il y a les intérêts, les charges de personnel, acquisition de biens et services et les transferts courants. Ce qu'on appelle les charges ordinaires. Oui. Donc mon rôle, c'est financer la formation. Maintenant, puisqu'il y a une dimension qui est importante pour moi, comme financer les actions les porteurs de projets de formation, insertion, de plus en plus, moi, je me rends résolument vers les PFI. Les projets de formation, insertion sont des contrats tripartites entre TRAFPT, une entreprise et un établissement de formation. Tout commence par l'entreprise qui identifie le besoin de formation. Tout récemment, il y a une multinationale de la place qui avait besoin de 40 personnes, conducteurs, d'ingénieurs. Donc du coup,
l'entreprise va s'engager à recruter à l'issue de la formation. Moi, je m'engage à financer toute la formation et les apprenants sont confiés à un établissement. Donc, à l'issue de la formation, tout le monde y gagne. L'établissement y gagne parce que c'est son cœur de métier et les fonds, c'est là. Moi, je gagne parce que j'ai inséré des jeunes, ça fait partie de ma mission. Et l'entreprise y gagne parce qu'on a fourni un personnel qualifié sur mesure. Oui, le 3FPT est un levier important pour l'emploi des jeunes du Sénégal, vous l'avez dit tout à l'heure. Au troisième trimestre 2024, le taux de chômage élargi chez les jeunes de 15-24 ans était de 27%. Ouais. L'insertion professionnelle des jeunes est un défi majeur. Pensez-vous que le PASTEF peut réussir là où les autres régimes ont eu d'énormes difficultés? Oui. On va réussir parce qu'on a compris quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. C'est quoi? L'approche systémique. L'approche systémique. Ça veut dire quoi? Face à un problème structurel qui dure longtemps, la solution doit être systémique. Tu ne peux pas régler le problème de chômage alors, sans faire la distinction de savoir quel type de chômage. Nous avons travaillé sur un document de 76 pages. Je vais faire un peu l'économie des actes. Allez-y. Quand on parle de chômage, il y en a deux. Le premier chômage, c'est le chômage structurel. Des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de qualification, malgré qu'ils aient fait des études, mais ils n'ont pas de qualification. Le deuxième chômage, c'est le chômage conjoncturel. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, l'entreprise a fait faillite, il est au chômage. Vous pensez que les deux chômages, vous voulez traiter de la même manière? Non. Il faut d'abord chaque malade avec son remède. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, nous, on l'a compris. Chérif, pour régler le problème d'emploi des jeunes, oui, il faut combiner de manière harmonieuse plusieurs actions depuis le profilage. C'est le profilage qui te permet de savoir est-ce que celui-là, il est en chômage conjoncturel? Si une personne est en chômage conjoncturel, il n'a pas besoin de formation. Il faut miser sur l'aspect économique ou bien appuyer son entreprise pour qu'il travaille là-bas. Là, c'est moins grave. Mais l'autre, c'est le chômage structurel. Donc, c'est le profilage qui le permet. Maintenant, après le profilage, il y a orientation, il y a formation. Il y a financement, oui, il y a formalisation, il y a incubation, jusqu'à... Il n'y a pas une seule structure au Sénégal qui peut le faire. Lorsque nous, on est nommé, le président nous a dit il faut enlever les cloisons, enlever les barrières et commencer à travailler entre vous. C'est ça pour dire approche systémique. Et dans cette approche systémique, on a dit les gars, nous sommes 15, 17, les structures qui travaillent. Oui. 3FPT, ONF, PDR, APIX, ADPME, APDA, ils sont 15. On s'est réunis en 3 jours. On a travaillé sur un document. On dit maintenant, la première composante, vous, votre rôle, c'est le profilage. Sortez-nous les catégories de jeunes. C'est fait. Ils ont sorti les 100 qualifications, 100 projets. Oui. Ensuite, ils ont sorti les jeunes qui sont qualifiés, oui, qui n'ont pas de projet. Ils ont sorti les porteurs de projets. Maintenant, les jeunes qui sont sans qualification, sans projet, on dit maintenant, allez vous faire former. Et cette composante-là, le lead, c'est 3FPT. Nous, on va former ces jeunes-là. Une fois le jeune formé, à l'issue de la formation, il a deux options. Soit il va aller vers l'emploi salarié, ou bien il va aller vers l'auto-emploi. Oui. On dit maintenant, mettons en place une troisième composante, encadrement. Encadrement à l'emploi salarié, encadrement à l'auto-emploi. Mais combien de jeunes ont eu du travail à l'issue de ce processus? Non, en fait, je t'explique le processus, c'est un travail qu'on a, je te montre les chiffres après. Allez-y. Parce que le chiffre est à la troisième phase. Maintenant, si c'est un jeune qui veut aller vers l'emploi salarié, comme je l'ai toujours dit, c'est le secteur privé. C'est là où comme ADPME, agent de développement et d'encadrement des PME va revenir. Maintenant, le jeune qui est porteur de projet, son travail, qui est porteur de projet, a besoin de financement, c'est là où les structures qui sont dans la composante 4 financement vont se regrouper. DER, FONGI, BND, pour financer. Ensuite, 5e composante, c'est le pilotage. Oui. C'est un programme que nous avons mis en place. Et ce programme-là sera déroulé. Oui. Pour l'instant, on l'a commencé de manière sectorielle. Oui. Moi, par exemple, si on parle de 3FPT et l'ADER, moi, je n'ai pas le droit de financer un projet, l'ADER n'a pas le droit de financer une formation. J'ai un projet dans lequel il y a un volet formation et financement. Oui. Je donne les fonds à l'ADER pour que l'ADER puisse financer. Oui. L'ADER a un programme dans le cadre du PAVI, programme d'accompagnement et de valorisation des initiatives entrepreneuriales. Oui. S'il y a une volet formation, l'ADER me le donne. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de... Non, cette approche est déjà rédigée. Oui. La phase pilotage sera déroulée bientôt. La phase opérationnelle. Oui. Mais il fallait que réussisse cette phase stratégique, oui, en mettant en place ces 5 composantes, oui,
Et là, ça sera opérationnel. Ça va porter ses fruits, ça va créer vraiment de l'emploi. Non, ça dit de manière sectorielle. Nous, on a commencé, et je peux vous assurer, on va revenir ici, et ça va créer de l'emploi. J'attends voir, parce qu'il y a une autre catégorie, parce que toujours selon l'ANSD, pour être précis, 34,4% des jeunes, donc toujours 15-24 ans, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ce sont les NEET comme ce sont les NEET, oui. Et qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là? Non, ça dit, en fait, les NEET, il faut les donner une qualification, obligatoirement. Ça dit, en fait, vous vous rendez compte de l'espoir quand même de cette jeunesse? Non, je suis conscient. Moi-même, je dis toujours la phrase la plus simpliste que je dis. Si on ne s'occupe pas de cette jeunesse, elle va s'occuper de nous. Pour ne pas être littéraire, oui, bien sûr. Parce qu'on suppose que les jeunes nous ont mis au pouvoir. On est conscient de ce travail-là. Et moi, quand j'en parle, j'en parle pas parce que je fais de la politique politicienne. Absolument. Et dis maintenant, les gens qui n'ont pas de qualifié, il faut leur donner une qualification. Ce n'est pas pour rien dans la vision Sénégal 2050, dans son axe 2, le président a dit gagner la bataille de la qualification et de l'employabilité des jeunes. Absolument. Il dit il faut regrouper l'ensemble des parties prenantes. Et ces parties prenantes, il y en a au moins 4. Il y a l'État et ses démembrements, il y a le secteur privé, il y a les partenaires techniques et financiers et les établissements de formation. Il fallait cette approche systémique pour régler ce problème-là. Et au regard de l'émergence d'industries comme le pétrole et les gaz, quelles sont les filières de formation prioritaires, jugées prioritaires par vos services? Déjà, dans la vision Sénégal 2050, l'industrie extractive était ciblée. Moi, personnellement, en ce qui concerne le travail fêté, le 2 avril, j'ai signé une convention de tripartite entre travail fêté, INPG et CNSL, Comité national de suivi du contenu local, INPG, Institut national du pétrole et du gaz. Le contrat tripartite consiste maintenant à écrire des référentiels de métiers. Et le TDR, je l'ai signé il y a une semaine. CNSL va faire le ciblage, parce que le contenu local va faire le ciblage. Moi, je finance, et NPG va former 3 types de techniciens en maintenance électrique, techniciens en maintenance mécanique, techniciens en soudure, techniciens en hygiène, qualité et sécurité. J'ai financé le 3 fêtes par du mois. 3 fêtes à financer l'écriture de ce programme-là. Là, c'est tellement concret. C'est du concret. À l'issue de l'écriture de ces programmes-là, CNSL va faire le ciblage des jeunes. 3 fêtes va financer. NPG va former pour les métiers autour du pétrole et du gaz. Dérouler ce programme-là. Merci beaucoup, Dr Amadou Ba. Merci beaucoup, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. C'était votre émission Grand Témoin. Restez avec nous, le meilleur est à venir.